Bonsoir Fanny. Bonsoir Jean-Wilfried. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour développer les grands titres de l'actualité de ce lundi. À la une ce soir, le coup de chaud sur une grande partie de la France. 41 départements aujourd'hui en vigilance orange pour la canicule. 45 départements seront concernés demain pour cette situation. Direction le sud-ouest dans ce journal, explications et conseils de nos spécialistes en plateau. Incendie dans le sud de la France, 55 hectares de pinèdes et de garrigues partis en fumée dans le secteur de Montoulier, c'est dans l'Hérault et tout près de la frontière avec l'Aude. Plus de 300 pompiers tentent toujours de maîtriser le feu, mais la situation semble rester stable. Nous serons sur place dans un instant avec Pierre Barbin. Après le réseau SNCF, vendredi, de nouveaux sabotages contre les JO ont eu lieu cette nuit dans 9 départements. Cette fois, c'est la fibre optique qui a été visée. Parmi les cibles, plusieurs opérateurs, notamment Free et SFR. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Et puis troisième jour officiel de Jeux Olympiques et toujours une très belle moisson de médailles pour nos athlètes avec déjà 14 récompenses pour la France, donc 4 en or. La France qui est provisoirement 4e du classement par pays, de quoi se réjouir évidemment, ainsi que les spectateurs qui sont nombreux au Club France. Nous y retrouverons tout à l'heure Igor Saïri. Plus aucun doute, ce soir, elle est là, et bien là, c'est la canicule. 41 départements sont concernés aujourd'hui par la vigilance orange pour la canicule. Et demain, ce sont 45 départements qui seront concernés, essentiellement dans la partie sud du pays. Mais demain, le mercure va s'affoler également un peu plus au nord. Il fera très très chaud à Paris, par exemple. 38 degrés annoncés. On en parle avec vous, Yann Amis, météorologue chez Weather & Co. La canicule, évidemment, on est en plein milieu de l'été, c'est pas très surprenant, de moins en moins ces dernières années d'ailleurs. Et c'est toute la partie sud, une grande partie sud qui est concernée pour le moment en tout cas. Oui, en fait, la canicule s'est bien développée cet après-midi dans tout le sud-ouest. Et demain, on va encore gagner quelques degrés et surtout, elle va monter vers la moitié nord en fait. Alors, elle s'installe dans le nord. Tous les départements seront affectés. On disait à l'instant, je le disais, la canicule qui s'installe à Paris avec des températures autour de 38 degrés. Est-ce que Paris sera la seule région concernée ? Non, du tout. Il y a Paris et effectivement, on va dire un point qui va matérialiser avec la présence des JO, effectivement, avec du 38-39 degrés. Mais il n'y a pas que Paris, en fait. L'ensemble, je vois, quand je regarde la Bretagne, on a aussi des températures qui vont être assez élevées, notamment sur la partie sud de la Bretagne, tandis que le nord va toujours bénéficier d'un petit flux de nord-est. Et en même temps, dès demain soir, en fait, les orages vont commencer à s'enclencher, notamment sur la partie est de la Bretagne. Et ensuite, ça va remonter progressivement en direction de la région parisienne. Donc, on aura à nouveau de l'orage. Ça va faire chuter un petit peu les températures. Mais le contexte global de la masse d'air, il faut bien voir qu'elle est à peu près à 22-23 degrés à 1500 mètres d'altitude. Et cette influence de masse d'air qui couvre l'ensemble de la France, finalement, en journée, fait que les températures au niveau du sol, on va avoir 15 degrés de plus, ce qui nous met dans une trajectoire à peu près à 38-40 degrés. Justement, vous évoquez cette origine de cette canicule qui concernera quasiment la moitié des départements de l'Hexagone demain. C'est une masse d'air qui vient du large du Portugal, c'est ça ? Alors, elle ne vient pas de large du Portugal. Par contre, ce que vous avez tout à fait raison, c'est que la situation, la dynamique de la situation repose en fait sur un minimum que l'on retrouve au niveau du Portugal. Et ce petit minimum qu'on a en altitude va diriger un flux de secteur sud qui en fait part de l'Afrique du Nord, remonte en direction de l'Espagne et vient en fait par extension naturelle s'étendre sur l'ensemble de la France. Et naturellement, avec cette petite dépression qui est en train de glisser donc du cap Saint-Vincent cet après-midi, elle va remonter en direction de l'Espagne. Et demain, en fait, c'est ce petit accident d'altitude qui va venir progressivement glisser sur la partie ouest de la France. Et c'est ce petit accident, en fait, qui va à nouveau réveiller la partie orageuse, notamment sur l'est de la Bretagne, en fait. Et le mercure, il va redescendre dans les prochains jours ou on reste toujours sur une grande partie du pays autour de 38, 39, 40 degrés ? Alors, ce qu'on va avoir demain, on va avoir une correction, on va dire, sous les orages qui vont se mettre en place sur centre Val-de-Loire. Donc ça va faire chuter temporairement le mercure, mais on restera dans un contexte relativement chaud parce que c'est toujours lié, en fait, à la présence de cette masse d'air qui est bien présente en altitude. Donc cette masse d'air va commencer à régresser à peu près aux mercredi, jeudi. Alors mercredi, ça va commencer à régresser un petit peu sur la moitié nord, mais on conservera quand même des températures relativement très élevées. Jeudi, cette régression va être un petit peu plus marquée et ça va venir en fait concerner, on va dire, les très fortes chaleurs, plutôt la moitié sud.
et avec un îlot plutôt centré sur l'arrière-pays, on va dire, du pourtour méditerranéen. Et ensuite, vendredi, on gardera encore des très fortes chaleurs, mais plutôt sur la partie sud-est de la France, tandis que sur le reste de la France, on reviendra sur des températures vendredi, on va revenir sur des valeurs normales, on va dire, de ce que l'on peut observer sur un mois d'août. Merci beaucoup Yann Amis, météorologue chez Weather & Co pour ces détails. Et on va aller sur le terrain justement voir comment ça se passe dans certains de ces départements concernés par cette vigilance orange à la canicule. C'est le cas dans le sud-ouest du côté de Périgueux où on vous retrouve Rebecca Blanc-Lelouch. Vous êtes en Dordogne pour BFM TV. Il a fait combien cet après-midi? Et on estime que évidemment cette nuit il va faire chaud aussi. Quelle va être la situation? Oui, absolument. On a touché les 40 degrés cet après-midi. Là, il fait à peu près 35 degrés. Ça va pas beaucoup baisser selon les prévisions. Quand on est arrivé ici avec Margot Vizade, on a vraiment eu l'impression de rentrer dans un four. Et puis, on s'est promené dans la rue. Les commerces étaient fermés. On a interrogé les riverains qui nous disaient qu'en fait, les commerces fermaient parce que tout simplement, il n'y avait pas de promeneurs tellement il fait chaud. On a même croisé certains promeneurs avec des parapluies. Et pour le coup, il y a quand même un peu de monde en terrasse. Et ce soir, on est avec Antoine. Bonsoir Antoine. Racontez-nous votre journée, comment est-ce que vous avez géré ces chaleurs et puis là le moment est plutôt agréable. Eh ben comment j'ai géré ça, je suis resté chez moi quoi. Je suis resté à l'abri dans une maison assez bien isolée et puis voilà on est sorti pour 20h quoi. On est sorti pour 20h et puis il fait toujours chaud mais on s'est mis sur une place la place Saint-Silin qui est la plus abritée je pense pour boire des verres à Périgueux. Et il fait toujours chaud, mais bon, ça va, je suis assez habitué j'ai pas de mal avec la chaleur. Comment est-ce que vous allez dormir cette nuit? Est-ce que vous avez des petites astuces anti-chaleur, anti-canicule? J'ai une cave, mais bon, je pense que la technique, ça va être les volets, quoi. Je pense que je vais rien inventer ce soir. Mais si vraiment j'ai la cave, quoi. Si vraiment c'est trop dur. Bon courage, merci Antoine. Voilà la cave, les volets fermés évidemment, les rideaux humidifiés aussi, c'est ce que nous a dit tout à l'heure une riveraine. Et puis on rappelle qu'ici la préfecture de Périgueux préconise de reporter les événements sportifs ou festifs ce soir et demain à cause de ces fortes chaleurs. Merci beaucoup Rebecca Blanc-Lelouch en Dordogne avec Margot Vizade pour BFM TV. On en parle avec nos invités en plateau, le colonel Sébastien Paletti, porte-parole de la sécurité civile. Vous étiez avec nous tout à l'heure à 20h et on poursuit cette conversation également avec Gaël Musquet qui est spécialiste de la prévention des risques naturels. La première question, Gaël, elle est pour vous. Ces canicules, elles sont de plus en plus fréquentes, on les retrouve chaque année. Et elle touche de plus en plus de départements avec des températures très très élevées. Quand on regarde à l'échelle même de l'Europe, ce qui s'est passé en 2022, c'est près de 60 000 morts à cause de ces épisodes caniculaires. Donc on voit que ça a un impact sur la vie des gens, sur leur quotidien. Et ces canicules sont effectivement plus précoces, c'est-à-dire qu'elles arrivent plus tôt dans l'année, elles sont plus tardives aussi, elles ont tendance à perdurer au-delà même de l'été. Et donc, c'est important aujourd'hui qu'on adapte en fait nos comportements face à ces différents épisodes de chaleur, même s'ils se sont fait attendre cette année et qu'on est content de voir le beau temps. Oui, on l'a réclamé. Et c'est normal. Maintenant, on est quand même en vigilance orange, donc ça nécessite des comportements vigilants sur les personnes vulnérables, mais pas que, aussi sur des sportifs qui doivent décaler leurs entraînements et leurs différentes activités, éviter évidemment d'être au pic de la chaleur et en plein soleil. On est en période de vacances, donc ça va, mais vous savez, quand on me pose souvent cette question, moi je le vois en Guadeloupe chez moi, parce que ces épisodes-là touchent aussi malheureusement l'outre-mer, en échangeant avec des enseignants en Guadeloupe qui me disent c'est très compliqué de gérer des enfants quand il fait aussi chaud, y compris en Guadeloupe, parce que ils peuvent pas sortir, parce qu'ils sont en plein soleil, il fait trop chaud pour qu'ils sortent, les établissements scolaires ne disposent pas forcément tous de pièces fraîches, comme on l'a réclamé pour les EHPAD, et donc vous imaginez bien que ça demande aux enseignants aujourd'hui, compte tenu de l'extension en fait de ces périodes caniculaires, d'adapter la pédagogie, d'adapter les temps de jeu pour ces enfants, les temps de divertissement.
Et c'est un travail qu'il va falloir faire aussi sur les différents centres aérés. C'est l'objectif d'ailleurs des vigilances, c'est que les collectivités puissent adapter les activités pour les plus vulnérables, mais aussi pour les personnes qui sont dans la force de l'âge, mais qui doivent adapter aussi leur comportement. L'adaptation très importante. Et puis, colonel Paletti, il y a aussi les bons gestes à adopter, évidemment. On a vu avec ce jeune homme sur cette terrasse à Périgueux, c'est bien de se mettre à l'ombre, c'est bien d'attendre les heures les plus fraîches de la journée. Il y a d'autres réflexes, de bons réflexes à avoir ? Alors, plus de 40 départements seront demain en vigilance orange. 45. Il faut rappeler que cette vigilance orange a vocation justement à sensibiliser, à rappeler aux citoyens, à la population, les bons comportements à avoir pour éviter que la situation ait un impact sur leur santé. On peut avoir parlé de 3 axes de bons comportements. Les premiers liés au comportement du quotidien, éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, donc rester chez soi quand on le peut à ces heures-là, laisser les volets fermés et les fenêtres fermées pendant ces heures plus chaudes et aérer le soir pour éviter que le logement prenne trop de température à l'intérieur. Et donc ça c'est le premier volet de ces bons comportements. Le second est lié à l'hydratation et à l'alimentation. Pensez à s'hydrater tout au long de la journée régulièrement sans attendre d'avoir soif et avoir une alimentation équilibrée et avec plutôt des produits frais. Et enfin, le troisième volet de bon comportement est celui de la solidarité. Prendre soin et prendre des nouvelles des personnes qui potentiellement peuvent être fragiles dans ces périodes-là, les personnes âgées, les enfants, les personnes qui ont des pathologies particulières. Et on peut rappeler que ces dispositifs de solidarité sont mis en place par les communes et par les mairies qui prennent contact avec les personnes âgées de leur territoire pour veiller à ce qu'il ne se passe rien pour elles et à ce qu'elles soient bien prises en charge. Et parmi les réflexes importants, colonel, on alerte qui en priorité? On avertit qui? Qui est-ce qu'on appelle? Les pompiers essentiellement? Le numéro d'appel d'urgence 18 ou 112 a vocation à être utilisé en cas de situation d'urgence, mais en amont de situation d'urgence, il y a des dispositifs de solidarité locale qui doivent être mis en place dans le cadre de la solidarité citoyenne. Alors, Gaël, on l'a vu, ces températures qui sont de plus en plus fortes, mais des phénomènes qui se répètent, évidemment, au fil du temps. De plus en plus de départements concernés, et donc une adaptation nécessaire, vous le disiez tout à l'heure. Ça concerne toutes les saisons de l'année, on en reparle tous les étés, mais finalement, on a vu qu'il y avait des dérèglements climatiques le reste de l'année aussi, avec beaucoup de pluie. Qu'est-ce qu'il faut adapter ? Alors là, on a vraiment tous les comportements et c'est l'objectif à la fois du législateur avec des lois comme la loi Matras qui demande aux collectivités de pouvoir au moins tous les 5 ans s'entraîner avec leur population, le développement de nouveaux documents encore, en plus des plans communaux de sauvegarde, des documents d'information communaux des risques majeurs, des plans familiaux de mise en sûreté. On a rajouté les plans intercommunaux de sauvegarde qui permettent aux communes d'être solidaires entre elles. On parle encore de solidarité, comme le disait mon colonel. C'est important aussi que les communes soient solidaires entre elles. Et on l'a vu avec ces tempêtes qui se sont succédées l'année dernière, que ça a un impact. On est dans l'actualité avec du vandalisme sur des réseaux d'infrastructures ferrées et télécommunications. Il faut savoir aussi que le réchauffement climatique a un impact sur ces infrastructures qui souffrent évidemment quand il y a des tempêtes, mais aussi sur des fortes températures. On a besoin de refroidir ces systèmes d'information. Tout cela fait que la modernité, parfois, n'est pas toujours un allié. Il va falloir aussi, parfois, revenir en arrière et avoir le bon sens paysan, le bon sens de nos anciens, et apprendre parfois à faire aussi bien, voire mieux avec peu. Merci beaucoup à vous deux. On rappelle justement le numéro vert, on parlait de ces numéros à retenir, le 18, le 112, mais également si vous avez la moindre question au sujet de cette vague de chaleur, comment la gérer, comment supporter, si vous voulez signaler quoi que ce soit, 0800 06 66 66, c'est un numéro vert, je le disais, ça veut dire que c'est gratuit. Et puis depuis le début de l'après-midi, les pompiers Audois et Héroltais sont mobilisés sur un incendie qui s'est déclenché près de Montoulier, c'est dans le département de l'Hérault. On retrouve sur place l'envoyé spécial de BFM TV, Pierre Barbin. Pierre, quelle est la situation concrètement au moment où on se parle ? Alors c'est ce qu'expliquaient les pompiers il y a quelques minutes. La situation est favorable selon eux, mais ça peut encore durer longtemps, surtout que l'on voit ici et là parfois des reprises et à nouveau des flammes dans cette pinède de Montoulier. 55 hectares de végétation déjà parcourus, un feu qui a démarré en début d'après-midi, près de 300 pompiers au total qui sont mobilisés, vous l'avez dit, des hommes au sol, également des moyens aériens, 3 Canadair, un Dash qui permet d'asperger
du retardant pour enrayer justement cet incendie. Ce qu'il faut expliquer, et vous l'avez dit bien évidemment, c'est qu'aujourd'hui il fait très chaud, près de 35 degrés ici dans le département de l'Hérault. Et il y a eu du vent parfois assez fort, des rafales qui ont donc poussé cet incendie et donc propagé ces flammes, ce qui a rendu bien évidemment le travail des pompiers difficile, qui sont toujours donc sur le terrain pour tenter d'enrayer cet incendie avec toujours les moyens aériens qui vont continuer à travailler jusqu'à la nuit tombée. Merci Pierre. Pierre Barbin sur place dans l'Hérault pour BFM TV avec Lina Boudjenardi pour les images et les moyens techniques. Colonel Paletti, on parle également de cette situation avec vous au niveau de la sécurité civile. Là, on a vu que dans cette localisation précisément, plusieurs facteurs propices à la dispersion du feu sont présents. Il y a la chaleur, il y a les sols secs. Il faut faire très attention, surtout dans ces zones-là. Le risque feu de forêt est en train d'augmenter sur tout le sud de notre territoire. Cet été, les forces de la sécurité civile seront mobilisées pour faire face à 3 enjeux. L'augmentation du risque feu de forêt comme tous les étés, les risques particuliers ou les risques courants qui sont aggravés en fonction en particulier de la canicule comme nous venons de parler, et également les Jeux Olympiques. Et dans ce cadre-là, par rapport au risque feu de forêt, on ne peut que rappeler aux citoyens 9 feux sur 10 sont d'origine humaine sans qu'elle soit forcément volontaire. Donc les bons comportements qu'ils doivent adopter, ne pas jeter son mégot quand on se déplace en voiture, ne pas allumer de feu à proximité d'une forêt ou en forêt, ne pas faire de travaux en forêt, ne pas faire de barbecue. Tous ces bons comportements-là vont permettre de limiter l'impact du risque feu de forêt. Et pour revenir sur le feu de cet après-midi dans l'Hérault, la stratégie nationale de lutte contre les feux de forêt a été mise en place. Une attaque massive avec des moyens des sapeurs-pompiers de l'Hérault et de l'Aude, renforcée par des moyens nationaux avec les formations militaires, la sécurité civile, et puis 3 Canadair et un Dash. Donc l'ensemble de ce dispositif et l'engagement des sapeurs-pompiers locaux permet d'avoir une situation favorable, même s'ils vont lutter encore pendant plusieurs heures pour lutter contre ce sinistre. Parce que vous le dites, le feu n'est pas totalement maîtrisé, il faut le fixer. Ça veut dire que c'est au sol et dans les airs. La lutte contre les feux de forêt est une lutte qui s'appuie sur une complémentarité entre les moyens terrestres et les moyens aériens. Donc le feu, une fois qu'il ne se propagera plus, sera fixé. Et puis ensuite, il viendra le temps de la surveillance et de la fin de la lutte qui visera à éviter que le feu reprenne. Et à tout moment, il faut être vigilant sur le terrain de manière à ce que ça ne reparte pas. La lutte contre les feux de forêt comprend plusieurs phases. Là, nous sommes dans la phase de lutte qui permet d'éviter que le feu se propage. Et puis ensuite, il y aura la phase pour parfaire l'extinction et qui pourra durer longtemps, une partie de la nuit. Alors, un feu fixé, mais tout de même une situation favorable. C'est ce qu'ont dit les pompiers à notre reporter sur place. C'est quoi une situation favorable ? Alors, le feu a tendance à avoir sa propagation limitée, son intensité diminue. Aucun blessé n'est à déplorer, aucun bien n'a été touché sur ce sinistre. Donc, les équipes sur place qui sont en nombre dans le cadre de la stratégie nationale permettent d'avoir de l'optimisme dans le cadre de cette lutte, mais le feu n'est pas terminé. Après les lignes de train, la fibre optique, de nouveaux sabotages contre les JO ont eu lieu cette nuit dans 9 départements. Résultat, plus de téléphone ou plus d'internet pour les abonnés de plusieurs opérateurs, notamment Free ou SFR. Explication, Pierre-Louis Bousset avec Tom Beck. Et ici, pareil, la même chose, ça a été sectionné aussi. C'est vers 3h30 du matin que ces câbles de fibre optique ont été coupés. Des installations pourtant recouvertes par de lourdes plaques de fonte, mais cela n'a pas suffi à décourager les auteurs de ces dégradations. Il faut vraiment connaître le réseau pour pouvoir y intervenir et puis sectionner et faire ce genre d'acte de vandalisme. Des sabotages aussi dans d'autres départements comme l'Oise ou les Bouches-du-Rhône. Ce sont principalement des câbles de fibre optique appartenant à SFR qui ont été sectionnés dans la nuit de dimanche à lundi, touchant 10 000 clients de l'opérateur. D'autres réseaux de télécommunications ont également été perturbés. Quelques jours auparavant, c'est une antenne relais qui a été incendiée dans cette commune de Haute-Garonne. Une inscription anti-JO a également été laissée. Résultat, ces habitants se sont retrouvés privés de réseau fixe et Internet. Un geste incompréhensible pour le maire de la commune. Quand on discute en démocratie, on le fait à visage découvert. On ne s'attaque pas à une population. On ne la cible pas parce que là, c'est finalement l'ensemble de la population qui supporte la défense d'idées que l'on peut parfois comprendre,
difficilement admettre. Des enquêtes ont été ouvertes concernant ces actes qui n'ont à ce stade pas fait l'objet de revendications. On parle en plateau avec Guillaume Fard, consultant police-justice BFM TV, Jérôme Poirot, Marc Rolland qui l'a suppléé, capitaine de gendarmerie, porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. Et nous retrouvons également Damien Bancal, fondateur du site Zataz et spécialiste de la cyberintelligence. Guillaume, on va commencer avec vous déjà sur ce nouveau ciblage. On a eu les voies ferrées, là on a les lignes de communication. Pourquoi cibler ce type d'infrastructure ? D'abord, on ne sait pas si ces deux affaires sont liées, mais effectivement, ça fait un peu une loi des séries. Vous avez raison, dans un laps de temps court. Et puis concomitant au JO. Absolument. Et il y avait des menaces qui planaient ou qui planent toujours, parce que les JO sont en cours, sur cet événement. Certains appelant à le perturber autant que possible, notamment en créant du désagrément. Et s'en prendre aux lignes à grande vitesse, c'est du désagrément pour les voyageurs. S'en prendre à des câbles de fibres, c'est du désagrément pour les internautes. Et puis, pour répondre à votre question, ça fait parler. Et si l'enquête venait à démontrer que derrière ces faits-là, il y avait la mouvance ultra-gauche, c'est la première intention des investigations, première orientation, on serait clairement dans une logique qui consiste à attirer l'attention sur une idéologie. Maintenant, on reste à avoir des communiqués et à ce que l'enquête progresse. Marc Rolland, y a-t-il des profils particuliers qui sont surveillés, qui font l'objet de surveillance? Il y a toujours une surveillance passée pour des profils qui ont déjà présenté par le passé, en raison de leur comportement, des troubles majeurs à l'ordre public. Ces profils sont suivis, ces profils sont actualisés dans des bases de données, avec des rendez-vous réguliers, semestriels, mensuels, hebdomadaires, qui sont discutés en commission afin de savoir s'il est opportun ou pas de continuer la surveillance. En tout cas, oui, en France, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui font l'objet de surveillance. Damien Bancal, vous qui êtes spécialiste en cyberintelligence, ces attaques de réseaux télécoms sur les lignes de téléphone, d'Internet, ça a quel impact sur le commun, sur le quotidien des Français, mais aussi des entreprises ? La perturbation, on l'a bien compris. Ne plus pouvoir contacter les secours, ne plus pouvoir se connecter à Internet juste pour avoir les informations. Je suis une entreprise, ne plus pouvoir contacter mes clients, gérer mes stocks. Bref, aujourd'hui, on est ultra connecté. Et le fait que par une simple coupure de connexion, je suis coupé du monde. Et c'est aussi un peu le jeu de dire, regardez, simplement en coupant une fibre, on peut clairement vous retrouver là, voilà, complètement perdu. Marc, une question qu'on se pose également. Damien Bancal, est-ce que ces câbles sont facilement identifiables, repérables pour le commun des mortels? Ce sont des organisations qui les ont repérés et qui en font leur cible? Il est très clair que je ne vais pas prendre un moteur de recherche et demander un plan exact de où se trouvent les différentes armoires, par exemple, si je veux utiliser un terme assez simplifié. C'est pas simple à trouver, mais des gens professionnels, on va appeler ce terme-là pour des actes de malveillance, qui ont vraiment pour mission d'orchestrer une attaque, sur du matériel, l'information peut se trouver. Il suffit par exemple de poser la question sur un salon où on va rencontrer, par exemple, un salon professionnel où on va rencontrer des professionnels qui mettent en place, par exemple, des coffrets blindés. Ça peut être aussi directement appeler la mairie pour demander est-ce que je peux construire ma maison là? Est-ce qu'il n'y a rien qui va perturber? Voilà, c'est de la collecte d'informations et donc ça a toujours existé dans la vie physique, mais la vie numérique aide aussi à la collecte. Alors c'est de la récupération d'informations dans un but qui n'est pas très légal, quoi. Ah soyons très clairs, là on n'est pas du tout dans l'état d'esprit de « je voudrais construire une maison, est-ce qu'il va y avoir des câbles sous ma maison ?» Non, on est clairement dans une collecte d'informations pour l'acte de malveillance. Et aujourd'hui, il existe des sites web, des sites aussi dans le dark web, mais des gens qui sont professionnalisés dans la collecte de ce type d'informations parce qu'on va y trouver soit des acheteurs, soit tout simplement la partager à différentes mouvances, quelles qu'elles soient, pour qu'elles puissent agir. Et on l'a vu dernièrement sur des blogs d'anarchistes qui ont clairement diffuser des photos, des vidéos, voire même des revendications plus ou moins farfelues. Marc Rolland, séparation, de savoir que si on fait un peu de recherche, si on contacte les bonnes personnes, finalement on n'a pas besoin d'être forcément, parce que c'est aussi la question de savoir si certaines personnes travaillant dans ce type d'entreprise ou à la SNCF par exemple auraient pu être complices. Là on a l'impression qu'en fait, si on cherche bien, on peut trouver l'information sur ces installations. Et on peut trouver l'information très facilement, parce que lorsque vous promenez à Paris, vous voyez souvent ces trappes ouvertes, ces armoires en plastique qui sont défoncées, et on voit tout à chacun, lorsqu'on se promène, des câbles qui sont exposés.
au public. Donc il n'y a aucune difficulté particulière pour causer des préjudices majeurs. Alors parmi les pistes, Guillaume Fard, les pistes évoquées, on va rester très très prudent parce que certains d'ailleurs déjà ont fait machine arrière. Il y a la piste de l'ultra-gauche. Pourquoi ? Parce que d'abord l'ultra-gauche appelle à s'en prendre aux infrastructures, à certaines infrastructures, et dans ces modes opératoires, il y a le sabotage. Il y a toutes les formes d'entrave. L'entrave, ça peut consister à s'allonger sur une route, se coller les mains au bitume, bloquer, organiser des chaînes humaines, empêcher tel ou tel de circuler. Et puis ensuite, si on monte en intensité, il y a le sabotage. Ça, c'est la première raison pour le mode opératoire. Ensuite, il y a la question des mots d'ordre et des appels à la mobilisation. L'ultra-gauche a toujours dit qu'elle ne souhaitait pas que les Jeux se tiennent en France parce que c'était une entreprise des Jeux Olympiques d'asservissement des populations par les États qui les accueillent, parce qu'elle considère que c'est aussi l'occasion d'organiser une surveillance de masse ou un dispositif policier peut-être plus appuyé qu'en d'autres circonstances. Donc il y a une hostilité aux Jeux Olympiques, et depuis que la France a été désignée comme pays d'accueil, il y a eu toute une série d'appels au boycott, à la désobéissance civile, et jusqu'à la perturbation du relais de la flamme, puis maintenant des Jeux Olympiques eux-mêmes. Et c'est pas tout à fait un hasard si le 26 juillet, il y a eu ce sabotage des lignes à grande vitesse, alors même que c'était le jour de la cérémonie d'ouverture, et que quelques jours après, un communiqué un peu obscur de revendication parvient à toute une série de journalistes appartenant à différentes rédactions, notamment des médias internationaux et étrangers. Donc, c'est pour ça que les regards se tournent assez volontiers vers l'extrême gauche, vers l'ultra-gauche, comme disent les services de renseignement. Maintenant, c'est pas parce que vous avez une orientation d'enquête que vous avez une conclusion d'enquête. Donc il faut évidemment trouver des responsables et, le cas échéant, les traduire devant la justice. Donc des indices qui mènent à penser que ça pourrait être l'ultra-gauche. Écoutons le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui justement évoquait, avec beaucoup de prudence, vous allez l'entendre, cette piste. Nous avons identifié un certain nombre de profils de personnes qui auraient pu commettre ces sabotages très volontaires, très ciblés aussi. Ce qui nous a beaucoup intéressés, inquiétés, c'est qu'il s'agit de lieux de communication extrêmement précis, donc sans doute avec des renseignements de la part de ceux qui ont saboté. C'est le mode traditionnel d'action de l'ultra-gauche, on l'a vu précédemment. Je ne voudrais pas trop m'avancer, puisque la question de savoir si ces personnes ont été manipulées par d'autres personnes, ou est-ce que c'est pour leur propre compte. Alors Marc Rolland, un travail d'investigation important sur le terrain. C'est une piste, on l'évoquait à l'instant avec Guillaume. Il y en a d'autres éventuellement ? Il faut quand même savoir que lorsqu'on s'oriente sur une piste de cette nature-là, on travaille beaucoup sur des fonds documentaires qu'on détient depuis des années au titre du renseignement administratif, puisque le renseignement vise précisément à garantir l'avenir, la tranquillité publique et, le cas échéant, à transmettre ces informations qu'on blanchit en procédure pénale. C'est important cette nuance, puisque le renseignement n'a pas vocation coercitive. Il ne sert qu'à alimenter le devenir de la France de demain. En cela, effectivement, on s'oriente vers des profils particuliers parce qu'on connaît leur mode d'action, on connaît leur capacité de nuisance, et effectivement, ces renseignements collectés sur le terrain abondent et sont croisés avec des éléments déjà détenus dans nos fichiers, dans nos archives, et effectivement permettent de consolider telle ou telle piste. Damien Bancal, pour savoir justement qui se cache derrière ces attaques, alors il n'y a pas forcément de lien entre les attaques sur les lignes de train ou encore sur ces installations de télécom, mais tout de même, est-ce qu'il y a des indices du côté d'Internet sur de potentiels auteurs, de potentiels pays, forces qui souhaiteraient nuire à la France ? Alors c'est très compliqué. Bon, dans tous les cas, on a clairement une population, on va la citer, russophone et russe, qui depuis des semaines et des mois communique à grands coups d'images, de vidéos, de textes, voire même de tentatives de blocage de sites web, pour manifester un activisme en tout cas très présent sur les réseaux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu depuis quelques semaines des populations que moi j'appelle les pas contents. Voilà, on a repéré par exemple des francophones qui allaient clairement demander à des pirates russes est-ce que vous allez vous intéresser aux Jeux Olympiques ? Est-ce que vous allez vous intéresser à tel ou tel secteur ? Voilà, l'idée, c'est qu'on a aussi des populations qui n'ont pas obligatoirement d'idées politiques, qui sont là pour se dire, tiens, si on mettait un petit peu la pagaille, il est là la grosse problématique, c'est que au milieu de tout ce petit monde, on a véritablement des aspects géopolitiques, économiques, et puis il y a l'Internet, et donc on a des populations qui se disent, si on peut mettre un petit peu la pagaille, faisons-le. Alors ils diffusent des images, des photos, c'est souvent en plus des gens qui ne comprennent pas véritablement ce qui se passe, mais l'important, c'est de relayer.
Damien Bancal, ce type d'opération de déstabilisation, comme on l'a vu, et ça a été évoqué vendredi à l'occasion des attaques sur le réseau ferré français, ces attaques, elles arrivent en France ou elles arrivent ailleurs à l'occasion de gros événements comme les Jeux Olympiques ou des grands rassemblements politiques ? Écoutez, c'est simple, hein. On a affaire à des activistes qui agissent matin, midi et soir depuis des années. On va prendre l'exemple de différents pays. La Suisse a été cyberattaquée, la Belgique, le Canada. On a plus ou moins des idées. Alors, soit parce qu'il y a une orientation politique, parce qu'il va y avoir des élections, soit parce que c'est tout simplement l'occasion qui fait le larron. On veut attaquer. Là, un exemple très concret, l'Espagne en ce moment subit des cyberattaques de Russes et de russophones parce que des membres qui étaient eux-mêmes espagnols, donc rien à voir avec la Russie, ont été arrêtés parce qu'ils participer à des cyberattaques de blocage de sites web. Voilà, on est aussi avec des mouvances de jeunes, de moins jeunes, de gens qui comprennent plus ou moins ce qu'ils font. Et puis au milieu de tout ça, on a par exemple des gens qui clairement manipulent et qui peuvent proposer des idées, qui peuvent proposer des cibles, et puis laissent tourner malheureusement une machine qui est incontrôlable. Marc Rolland, est-ce qu'il y a des installations, des équipements, des opérateurs qui sont plus sensibles que d'autres, plus susceptibles d'être visés? Là, on a vu, donc ça a été le cas sur le rail, sur les réseaux de télécommunications. Est-ce qu'il y a d'autres comme ça, points très sensibles qu'il faut particulièrement surveiller du coup? Alors, je ne vous le dirai pas, parce que la prudence est de mise, effectivement. Il y a effectivement des sites à haute valeur ajoutée, des points d'intérêt vitaux, qui sont d'ailleurs surveillés par la DGSI au titre de l'annualité du renseignement et de la mise à jour de nos correspondants. Autant d'éléments que je ne vous ferai pas part ce soir. On comprend pourquoi, évidemment. Exactement. Mais effectivement, il y a en France des valeurs ajoutées de nature économique, militaire, structurelle et politique qu'il convient de protéger. Damien Bancal, on vient de le voir, il y a des attaques, réseau SNCF, télécommunications. Il y a des attaques, est-ce qu'il y a des défenses, des moyens pour se protéger ? On l'a vu, même s'il y a eu des coupures de fibres, ça n'a pas impacté la région parisienne, par exemple. Ça a été très vite réparé. Donc déjà, on voit qu'on a des équipes, on a des employés, on l'a vu avec la SNCF, qui très vite agissent. On a affaire à des vrais professionnels. Après, on a eu aussi énormément d'entraînement en amont. Si on prend l'exemple des Jeux Olympiques, on peut parler du Saint-Bernard de la cybersécurité, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui depuis des mois, voire des années, à alerter, informer, éduquer et entraîner. Un exemple très concret, quelques mois avant les Jeux Olympiques, je prends l'exemple par exemple de Lille, où on avait le pôle cyber qui avait organisé un énorme entraînement pour justement pouvoir répondre le plus rapidement possible une problématique de cyberattaque visant la santé, les transports publics, voire le grand stade Pierre-Mauroy. Donc voilà, l'entraînement, honnêtement, là on le voit, porte quand même ses fruits. On a effectivement des gens qui ont fait quelques dégâts, même si ces dégâts peuvent entraîner de véritables problèmes. On l'a vu par exemple avec certaines mairies. Mais la réponse a été super rapide et je trouve ça rassurant de se dire qu'on a énormément de gens qui veillent, que ce soit dans le public et le privé. Justement, ces actes de vandalisme, on en parle parce qu'en effet, ils ont eu lieu. Guillaume Fard, comme le dit Damien Bancal, ça veut dire qu'il y a aussi peut-être d'autres actes qui ont été perpétrés mais qui ont été déjoués. Oui, alors depuis le début de l'année, même depuis l'arrivée de la flamme olympique sur le territoire national le 8 mai, il y a un nombre significatif d'actions qui sont entravées, déjouées par les services de renseignement. Ça peut consister en du sabotage, ça peut être d'autres types d'actions. Les services de renseignement, oui, ils arrivent quand ils ont la bonne information à empêcher des personnes d'agir, puis les services d'enquête arrivent à retrouver certains des auteurs. Maintenant, il n'est pas possible de surveiller l'intégralité des infrastructures sensibles, entre celles qui consistent à transporter de l'énergie, les infrastructures de transport, les infrastructures d'alimentation Internet. Enfin, on ne peut pas tout surveiller partout sur le territoire national. Et c'est ce qui explique que certaines de ces actions réussissent et que parfois il y ait des désagréments de plus ou moins grande importance, de plus ou moins grande ampleur. Là, sur la question de l'Internet, c'était certains opérateurs qui ont été touchés. Pour la SNCF, vendredi dernier, c'était beaucoup plus grave puisque c'était 3 grands axes majeurs de communication sur 4. Damien Bancal, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va prendre beaucoup de temps pour être totalement réparé? On a vu que pour la SNCF, Guillaume en parlait à l'instant, ça a pris 24-48 heures. Des réseaux sont déjà rétablis? Fonctionnent normalement? Alors, on l'a vu, hein. Oui, complètement. On l'a vu, par exemple, SFR Free l'ont annoncé, quasiment tout était intégralement réparé. C'est simple, hein, les camions laboratoires ont débarqué, ont pu réparer, parce qu'on savait, dans tous les cas, que des équipes sont prêtes à intervenir.
Parce qu'il peut y avoir un accident, parce qu'il peut y avoir un accident lors de travaux, une pelleteuse qui arrache les fibres ou le câble. Eh bien, il y a des équipes sur le terrain. Eh bien là, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des équipes sur le terrain capables de répondre le plus rapidement possible. Et ça aussi, c'est rassurant de montrer que, eh bien, il y a des équipes sur le terrain. Alors, elles travaillent 24 heures sur 24, elles aussi. Elles sont là pour pouvoir répondre à ce genre de problématiques qui étaient malheureusement pas prévues obligatoirement aujourd'hui. Marc Rolland, ça veut dire qu'à tout moment, les jeux vont durer encore quelques jours. Des répliques sont possibles pour le réseau Télécom, pour le réseau SNCF ? Des répliques sont toujours possibles parce qu'il ne faut jamais mésestimer la nature humaine avec sa perversité. Et on peut toujours s'attendre à ce que des groupes isolés puissent agir, profitant précisément de la publicité qui leur est donnée par le biais de ces Jeux olympiques. Guillaume Fard, pour revenir sur l'enquête, évidemment, qui a été ouverte, même s'il n'y a pas encore de revendication, si on ne sait pas qui est derrière, pas d'interpellation non plus. Il y a une enquête ouverte pour 3 chefs. Détérioration de biens de nature apportée, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, atteinte à un système de traitement automatisé de données en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre ces crimes et délits. De quoi sont passibles ces chefs ? Une cour d'assises. Rien de ça. Après, oui, ça peut... Non, mais ça montre l'importance justement de ces actes. Oui, parce qu'on ne dégrade pas n'importe quel bien. Enfin, je ne veux pas dire que c'est bien de dégrader, mais selon ce que vous dégradez, la gravité n'est pas la même. C'est qu'il y a certains biens qui sont d'importance stratégique plus importante que... Importance vitale, vous l'avez dit. Et donc, pour cela en particulier, on tombe dans des chefs d'incrimination criminels. Et donc, vous risquez effectivement au moins 15 années de réclusion criminelle pour ce que vous avez décrit. Merci à tous les trois, en tout cas. Merci à tous les trois pour vos explications et votre éclairage sur ce dossier. À 21h35, dans l'actualité à l'étranger cette fois-ci, cette attaque au couteau à Southport, c'est dans le nord-ouest de l'Angleterre, aux alentours de midi aujourd'hui. Plusieurs passants qui ont été attaqués par un homme, dont des enfants. Un incident majeur, selon la police locale. Et on fait le point avec vous, Laura Calmus. Vous êtes notre correspondante au Royaume-Uni. Avec ce bilan, au moins 2 enfants sont signalés comme morts désormais et 11 blessés. Un suspect a été interpellé. Exactement, un suspect, un mineur de 17 ans. Mais pour le moment, il est très difficile de comprendre ses motivations. Alors, pour vous expliquer ce qu'il s'est passé, cet homme de 17 ans serait rentré dans un bâtiment et aurait attaqué plusieurs enfants. Ces enfants étaient âgés entre 5 et 11 ans et ils participaient à une activité sur le thème de Taylor Swift avec de la danse, du yoga et des travaux manuels. Et ils ont été sauvagement poignardés. Alors, comme vous l'avez dit, le bilan est très lourd. 2 enfants ont succombé à leurs blessures et il y a 9 autres enfants qui sont actuellement hospitalisés. 2 adultes qui étaient aussi présents sur les lieux et qui ont tenté de protéger les enfants sont également dans un état critique à l'hôpital. Alors, tout le pays est extrêmement choqué. C'est ce qu'a dit le Premier ministre Keir Starmer dans un communiqué. Le roi Charles a également réagi. Il s'est dit profondément choqué aussi par cette attaque. Il a aussi donné toutes ses condoléances à la famille. C'est une attaque qui a vraiment choqué le pays car en fait les témoins ont également décrit des scènes qu'ils ont expliquées, des scènes dignes de films d'horreur où des mères étaient en train de hurler en état d'hystérie avec des enfants couverts de sang, blessés qui se sont échappés du bâtiment. Merci Laura Calmus en direct de Londres pour BFM TV. Au sujet donc de cette attaque à Southport. Et on en parle également avec Thierry Arnaud, éditorialiste politique international BFM TV. Thierry, la classe politique n'a pas tardé à réagir. Le tout nouveau gouvernement travailliste britannique au pouvoir depuis à peine un peu plus de 3 semaines s'est exprimé en la personne, Laura en parlait à l'instant, de Keir Starmer, son Premier ministre, d'Yvette Cooper, la ministre de l'Intérieur, évidemment pour manifester leur émotion, leur solidarité avec les familles, pour rendre hommage aussi aux secours d'urgence qui sont intervenus de manière très efficace, ainsi que la police dans des conditions très périlleuses, puisque vous savez que les policiers britanniques, enfin ceux qui patrouillent, ne sont pas armés. Et donc évidemment, face à un assaillant qui est aussi déterminé que celui-là, c'est évidemment toujours délicat d'intervenir. Et on rappelle Thierry aussi ce contexte sécuritaire au Royaume-Uni. Oui, c'est un véritable fléau. Ces attaques à l'arme blanche, elles ont augmenté de 34% en 10 ans. Il y a 125 actes qui sont dénombrés chaque jour au Royaume-Uni, à tel point que depuis 2020,
Figurez-vous qu'on a installé un peu partout dans la sortie des supermarchés, dans les quartiers les plus fréquentés, à côté des restaurants de fast-food, ce qu'on appelle des kits pour contenir l'hémorragie, qui sont accessibles dans les rues. Ça vous montre à quel point ce fléau est problématique. Je vous le disais, 125 actes par jour, près de 300 morts par an, et ça touche évidemment surtout les catégories les plus défavorisées et surtout les jeunes. C'est un fléau qu'on n'est pas parvenu à endiguer jusqu'à présent au Royaume-Uni, et donc on constate à nouveau aujourd'hui la gravité. 21h40 sur BFM TV. On ouvre à présent notre page Jeux Olympiques de Paris avec ce point sur la superbe performance, il faut le dire, de nos sportifs. Antoine Sabardin, journaliste à RMC Sport, vous n'allez pas me démentir, avec une très belle moisson pour ces 3e jours seulement. Et déjà 14 médailles à l'heure actuelle, ça va encore gonfler, mais tout de même, il faut le dire qu'on n'aura pas eu cette médaille à laquelle on pensait peut-être accéder. Oui, c'est ça. En natation, Johan Endoy-Brouard qui vient de terminer 7e de la finale. Il avait été 3e temps des demi-finales, donc on pouvait espérer un podium. Ce n'est pas le cas, mais ça n'enlève rien à cette magnifique journée du clan français. 6 médailles au total, dont la plus belle, bien sûr, le titre olympique pour Nicolas Gestin, le Français, 24 ans en canoë slalom. C'était sur le site de Vers-sur-Marne, sous les yeux d'un magnifique Tony Estanguet, bien sûr heureux, patron du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 et triple champion olympique de la distance. La France qui surdomine la discipline. 5 titres sur les 9 possibles dans la discipline depuis l'introduction au JO en 92. On écoute forcément Nicolas Gestin qui était très très heureux. C'était au micro de Kevin Morand tout à l'heure pour RMC Sport. Je pense que je ne me suis pas créé le scénario le plus simple en remportant la demi avec autant d'avance. Mais voilà, je savais que j'avais encore de la place pour améliorer mon temps. Je ne pensais pas l'améliorer autant. Mais je crois que ce fameux avantage de la maison a payé, parce que pour aller chercher des manches comme ça, je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais une manche aussi aboutie. Antoine, du bronze et de l'argent en judo. Oui, le bronze, le judo, bien sûr, pourvoyeur de médailles depuis le début. 5e médaille, le bronze pour Sarah Léonie Cizik. Elle avait été en argent à Tokyo il y a 3 ans. C'est le bronze cette année. Elle avait été battue en demi-finale au terme d'un combat épique face à la Canadienne. Elle s'est bien ressaisie pour aller décrocher ce podium, cette médaille de bronze. Mais vous allez l'écouter, elle était forcément très très émue. C'est un discours très poignant de la Française. C'est au micro de Valentin Jamin pour RMC Sport. En fait, j'ai vu mon rêve s'écrouler, mon rêve de devenir championne olympique à Paris. Je me suis dit, bon, est-ce que tu veux t'arrêter là et tout ce que tu as fait jusque-là, ça aurait servi à rien, ou est-ce que tu te remobilises et tu vas chercher ta médaille de bronze? Et je me suis dit, non, repartir avec une médaille, je pense que c'est quand même mieux que repartir sans rien, donc j'ai pas eu le choix que de switcher pour chercher cette médaille. Et donc une autre médaille dans la journée en judo, c'était inattendu cette fois-ci, Johan Benjamin Gaba en moins de 73 kilos. Il n'était pas forcément attendu à ce niveau-là. Il a été battu en finale par le numéro 1 mondial, le représentant de l'Azerbaïdjan, Hidayat Eydarov. Alors après 3 jours de compétition en judo, 5 médailles. Pas de titre encore dans l'aréna du Champ de Mars. Mais attention, il y a Clarisse Agbenienou qui arrive demain, championne olympique en titre. Teddy Riner un peu plus tard. Donc, normalement, qui sont dans leur bulle pour l'instant, bien protégés. Teddy Riner qui a porté la flamme pour la cérémonie d'ouverture, mais on espère bien qu'il va nous apporter une nouvelle médaille d'or en fin de semaine. Normalement, la Marseillaise devrait résonner dans cette aréna du Champ de Mars magnifique, dans une superbe ambiance. Bon, d'ici là, on a encore une fin de journée à accomplir, parce qu'il y a encore pas mal de programmes d'ici ce soir, de l'escrime notamment. Oui, c'est ça, il y a une finale franco-française en escrime, Sarah Balzer face à Manon Brunet, donc il y aura 2 nouvelles médailles, ce qui portera à 8, puisqu'on va quand même citer les autres médaillés de cette magnifique journée française. Il y a eu le concours complet, l'équitation par équipe, une médaille d'argent pour l'équipe de France, championne olympique à Rio, médaillée à Tokyo, les voilà sur le podium pour la 3e fois consécutivement. Les archers français qui vont apporter une magnifique médaille d'argent aussi. C'est la première médaille par équipe du tir à l'arc français. Ils ont été battus par les intouchables sud-coréens. Et puis il y a eu un combat, un duel aussi épique sur la colline d'Elancourt en VTT. Victor Koretsky face à Tom Pidcock, le champion olympique en titre de cross-country. Ça s'est joué dans les hectomètres, dans les derniers hectomètres de cette finale. Ça a tourné à l'avantage du Britannique. Mais bon, franchement, c'est une très belle médaille d'argent en VTT après l'or de Pauline Ferrand-Prévot hier. C'était très beau d'ailleurs, on l'a vu. Alors aujourd'hui, si je compte bien, on en est à 6 médailles pour le moment. On en aura 8, c'est sûr, avec l'escrime ce soir. Donc pour le moment, on en est à 14 médailles depuis le début de ces 3 jours de JO. 3 jours à peine. Ouais, 3 jours à peine, c'est énorme. Ça fera 16 ce soir, on est sur des bases exceptionnelles. Si on fait un calcul un peu rapide sur cette moyenne-là, ça nous ferait 60 médailles à la fin des 15 jours de compétition. Si on garde ce rythme. Oui, voilà, il faut garder ce rythme. Après, attention, soyons honnêtes, il y a peut-être des jours où ça sera un peu moins florissant. Mais bon, 60 médailles, c'est ce qu'un organisme britannique nous donnait comme dans les prévisions qu'on peut faire ici à droite et à gauche.
60 médailles, ça nous ferait 4e nation mondiale. Et ça serait du jamais vu un tel bilan depuis 1900 et les Jeux Olympiques de Paris où on avait eu 91 médailles. Ouais. À ce moment-là, on avait terminé première nation des Jeux Olympiques. On rappelle l'objectif du gouvernement ? Top 5. Top 5. Pour l'instant, on est 4e, c'est bien. Oui, et puis 60 médailles, ça nous placerait autour du top 4. Donc, on serait dans les clous de l'objectif fixé par le gouvernement français. Super, bon, on croise bien fort les doigts. En tout cas, je le sais, il y en a un qui se régale en ce moment depuis le début des JO. C'est Igor Saïri, amateur de fête. Vous êtes au Club France du Parc de la Villette au nord de Paris. Ambiance caliente, bouillante sur place, Igor. Oui, absolument. Ah bah, regardez, voilà, c'est ça l'ambiance ici au Club France. C'est des Français, des spectateurs qui profitent de ces JO. Et là, dans quelques minutes, on va assister à la finale du sabre d'âme entre Manon Apiti-Brunet, mais également Sarah Balzer. On est sûr, vous l'avez dit il y a quelques instants, d'avoir 2 médailles, une en or et une en argent. Ça va commencer dans quelques minutes. Et vous voyez là, il y a des centaines de personnes assises qui suivent sur écran géant cette finale d'âme 100% française. Et c'est très familial, c'est vraiment une ambiance très agréable, ces Jeux Olympiques. On va aller voir 3 messieurs, notamment Rémi. Rémi, il suit depuis le début de l'après-midi ces Jeux Olympiques. Rémi, qu'est-ce que vous retenez de cet après-midi incroyable pour la délégation française ? Carrément, mon petit cœur s'est brisé pour Sarah Léoni. Mais en judo, mais elle nous a obtenu une belle médaille de bronze. Après, j'ai vibré avec le VTT, évidemment, une super médaille d'argent qui aurait pu être or, mais bravo à lui. C'est Victor Korensky, ouais. Fantastique. Et puis là, on vibre totalement ce soir là, avec nos escrimeuses. C'est le bonheur total. Allez à France, on est fiers. Paris, c'est un super patrimoine. Ces JO, c'est une réussite. Bravo à Tony Estanguet. Et d'ailleurs, petit hommage pour Tony Estanguet, grâce à la médaille d'or ce soir en canoë. Bravo à Gestin. Fantastique. Nicolas Gestin, merci beaucoup Rémi, vous voyez, pour cet hommage. Je ne sais pas si je dois ajouter quelque chose de plus, Rémi a tout résumé. On aime la France, on aime les Jeux Olympiques à Paris, et vous le voyez ici dans le parc de la Villette, tout le monde en profite. La météo en plus est clémente, il ne manque que vous. Merci, on va vous rejoindre, on va essayer de pas trop tarder. En effet, ça donne envie. Merci Igor Saïri avec Quentin Rollin en direct donc du nord de Paris pour cette superbe fan zone. En tout cas, il y a toujours une question en suspens ce soir, c'est la question de la qualité de l'eau de la Seine pour le triathlon qui doit avoir lieu en principe demain. Peut-il avoir lieu Quelques éléments de réponse avec la ministre des Missionnaires des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Elle se veut plutôt confiante ce soir. On a le résultat des prélèvements qui sera disponible à partir de 4h du matin. Donc on verra à quel point la météo qui a été plus clémente des 2 derniers jours nous permet de confirmer les choses. De toute façon, on a prévu des journées de contingence, donc pas d'inquiétude. Et puis, si jamais ça doit démarrer par les femmes mercredi, ça démarrera par les femmes mercredi. Mais pour l'instant, confiance, on est concentré sur les résultats de demain matin. Les conclusions qui s'imposent seront tirées, mais vraiment sérénité sur tout ça. Alors la canicule qui est attendue, qui a déjà commencé dans le sud de la France, mais la chaleur en Ile-de-France aussi. On en parle avec vous, Bertrand Daille, chef du pôle de la performance à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Alors vous êtes sous la coupole du Grand Palais, vous étiez tout à l'heure devant les épreuves d'escrime notamment. C'est quoi l'impact que ça peut avoir, la chaleur, sur des athlètes de Jeux Olympiques qui doivent s'entraîner, qui doivent concourir ? Alors, il faut bien différencier les athlètes qui vont concourir en indoor de ceux qui vont être en extérieur. Donc, au Grand Palais, il y a une climatisation, donc il n'y a pas d'impact en ce moment sur la finale entre nos 2 Françaises. Et puis après, il faut aller regarder le type d'effort qui est réalisé par les sportifs. Concrètement, demain, il va y avoir du hockey qui demande beaucoup d'efforts, et donc les sportifs se sont préparés pour ce type d'effort. Et si le triathlon a lieu, il sera certainement en matinée, donc probablement moins d'impact sur la chaleur, parce que les horaires sont plus intéressants pour se protéger du chaud. Difficile peut-être aussi pour les triathlètes ? Oui, c'est ça, tout à fait, les triathlètes, mais qui normalement prévoient à 8h du matin. Donc 8h du matin, c'est encore les températures qui sont confortables, et puis les triathlètes, l'ensemble de la délégation s'est préparé à avoir des températures élevées pendant cet été. Et même si ces dernières semaines ou ces derniers jours on était sur du froid, ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas préparé
avec des équipements spécialisés, ce qu'on appelle des thermorooms, à faire des efforts à la chaleur. Donc il y a une acclimatation à la chaleur qui a pu se mettre en place pour nos équipes de France. Donc ils sont préparés, c'est une bonne chose à la chaleur. Est-ce que l'alimentation également, l'entraînement, tout ça est adapté aussi? Bien sûr. Donc l'alimentation, en fait, c'est surtout, quand on est sur la chaleur, c'est l'hydratation qui est la plus importante. Donc encore plus qu'en temps normal, il faut alimenter son corps en eau. Pas trop fraîche parce que ça peut poser des problèmes pendant l'effort et avant. Donc il faut bien être vigilant sur la nutrition, sur la boisson. Et puis après sur l'alimentation, moi c'est les boissons d'effort sur lesquelles ils ont l'habitude. Il n'y a pas de boissons spécifiques à la chaleur. Merci beaucoup Bertrand Daille pour toutes ces précisions. Voilà, c'est la fin de BFM Soir. Merci de nous avoir regardés aujourd'hui. Dans un instant, vous retrouvez Pauline Simonet et vous parlerez évidemment de la canicule et de ses conséquences pour les Français, pour également les sportifs des JO. On se dit à demain soir ? Évidemment. À demain 20h. Bonne fin de soirée.